Comment t'es passé sur le jiu-jitsu brésilien, sachant que tu faisais que des sports collectifs? Ouais, je dois attendre 17 ans pour pratiquer. Sportivement parlant, moi je suis issu d'une famille de handballeurs. Après, tu connais les ligaments, tout ça. Ouais. L'anecdote, c'est que la salle de hand jouxtait, si tu veux, elle était face à face avec la salle de judo. J'étais au bon endroit, mais pas dans la bonne salle. Deuxième amour, ça a été le basket. Moi, j'ai grandi dans les années 90. J'ai vécu même l'époque du 5 majeur avec Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird. Tu vois, le mec, il est maigre, il est long, il est fin, un petit peu comme moi aujourd'hui, mais il tabasse tout le monde, tu vois. Et j'apprendrai plus tard que ce type, c'était Royce Gracie. Ouais. Dès le début, tu t'es dit, je vais faire ce sport sérieusement et je vais... Et la suite, tu la connais, quoi. Je me suis jamais arrêté. Est-ce que tu peux juste nous raconter quelques petites anecdotes comme ça, même les petits du club, ils vont rigoler un peu? Interclub, tranquille, tu vois, et ça combat. Et moi, j'y connais que dalle. Et j'y vais avec l'ego. Et tu sais, au début, règle numéro 1. Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview et il va nous raconter un peu son parcours. Je suis avec mon coach Philo. Je pense que dans la sphère Jiu-Jitsu, il y en a qui le connaissent, et l'arbitre, ceux qui ont la référence. Hein. Il va nous raconter un peu son parcours, ce qu'il a fait, comment le Jiu-Jitsu l'a rendu, etc. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je m'appelle Zach, sur cette chaîne on parle judo, Jiu-Jitsu et tout ce qui l'entoure. Je mettrai également le Instagram, tu es plus sur Instagram toi? Ouais, je suis plus sur Insta. Ouais. Instagram de Philo pour ceux qui sont intéressés par les petites règles d'arbitrage, etc., etc. Et on va commencer la vidéo. Bon, on va commencer du coup avec la petite présentation. Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement? Ok, succinctement, je m'appelle Félicien Matoko, je suis ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, 2e degré, head coach de Sport Attitude 78, Cantagallo France, et j'enseigne principalement ici à Mantes-la-Jolie. Ouais, Mantes-la-Jolie dans le 78, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, en Ile-de-France. C'est un peu loin, mais c'est pas compliqué, il faut prendre le train. C'est loin, en fait on est proche Normandie, tu vois, on est proche Normandie, on est un peu loin de Paris, mais bon, on est là. Donc on va commencer avec ton parcours avant le jiu-jitsu brésilien, parce qu'il a fait quelque chose avant le jiu-jitsu brésilien, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Il y a eu une vie. Sportivement parlant, moi je suis issu d'une famille de handballeurs. On fait du handball chez moi, je suis le 4e d'une fratrie de 5, mais le plus grand de mes frères a fait du handball, mon second frère a fait du handball, j'ai fait du handball, j'ai joué pivot, je me débrouillais pas trop mal, ma petite sœur a fait du handball, coucou Feza. Et elle, carrément, elle fait partie de cette génération un petit peu dorée là, des handballeuses de Mantes-la-Jolie. Elle a joué en équipe des Yvelines, genre elle était à l'entrée de l'équipe de France. Après, tu connais les ligaments, tout ça. Ouais. Donc j'ai fait du handball pendant longtemps, jusqu'en minime ou je sais plus. Après, je me suis pris la tête avec un coach et j'ai calé l'affaire, malheureusement. Mon deuxième amour, ça a été le basket. Moi, j'ai grandi dans les années 90, donc j'ai connu, j'ai vécu même l'époque du 5 majeur, tu vois, avec Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, tu vois, Patrick Ewing, le gros truc, Magic Johnson, ça y est, on l'arrête plus. Donc ça, moi, je l'ai vécu. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient le câble, donc j'étais à fond dedans. Et dans mon quartier, donc Laurencin et la 18, on joue au basket. Tu vois, c'était basket. J'avais 2 pieds gauche, donc le foot laisse. Depuis tout petit, j'ai jamais été foot pour un sou. Et la petite anecdote, c'est que je m'entraînais au hand. Je reviens sur le hand. Je m'entraînais au hand au gymnase Camus à Mantes-la-Jolie. Ouais. Et le fait marquant, l'anecdote, c'est que la salle de hand jouxtait, si tu veux, elle était face à face avec la salle de judo. Ouais. Donc j'étais au bon endroit, mais pas dans la bonne salle. Tu vois, Dieu me parlait déjà, mais j'étais avec mes petits shorts et tout, tu vois. Parce que moi aussi, je suis de Mantes, on vous voyait de temps en temps. Donc c'était qu'une histoire de temps. Et donc voilà, sportivement parlant, ce que j'ai fait au début, un petit peu de boxe anglaise, on appelait ça la savate. Okay, et ça c'était vraiment au collège, un petit peu en club, mais très très vite avec Jeloul. Ça a été très succinct.
Et en gros, c'est ça. Voilà, le sport ce que tu as fait avant le jiu-jitsu brésilien. Yes. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, le sport? Pourquoi tu as fait du sport déjà? Ou c'est la famille, Ouais, comme je t'ai dit, c'était une histoire familiale. Ouais. Mon père, par son âme aussi, est un sportif. Il faisait du foot. Au Congo, il joue au tennis. Tu vois, il joue au tennis, très sportif, très beau gosse, mon père. Allah yarham. Ouais, petit, trapu, gros pec, tu vois. C'était quelqu'un. Donc on a toujours eu cette fibre dans la famille. Et je me suis jamais posé de questions. J'ai toujours eu la gagne. J'étais le gamin chiant, tu vois. J'ai un souvenir comme ça où on joue, je crois, la finale de Coupe des Yvelines, je sais pas, mon père, c'était au Chénet, je me souviens même de la ville, et moi je pleure carrément, tu vois. Pour moi, je vais, tu sais, la Coupe du Monde, donc mon père, je chiale, je suis dégoûté. Donc si ça m'a appris quelque chose, c'était les sports co, ça m'a appris l'esprit de camaraderie, et puis le goût de l'effort. Le goût de l'effort et l'autosatisfaction. Tu sais, ce truc où on est en équipe et comme je t'ai dit, je jouais pivot. Donc c'était l'époque des Barjots aussi. Comme figure dans le hand français, il y avait Jackson Richardson. Ouais. J'avais fait des locks et tout à cause de lui. Donc filer en contre-attaque, tu sais, avec tous les joueurs derrière moi et moi qui vais marquer mes buts, c'était proche de l'extase. Du coup, on a parlé un petit peu de ce que tu as fait avant. Ouais. Et maintenant, on va passer sur la découverte du jiu-jitsu brésilien. Okay. Comment t'es passé sur le jiu-jitsu brésilien, sachant que tu faisais que des sports collectifs? Ouais. Et là, t'es passé sur un sport individuel, en fait. Yes. Alors, comme je t'ai dit, je pense que Dieu avait un projet pour moi. Mais comme je percutais pas, tu vois, si Moïse ne va pas à la montagne, c'est la montagne qui va à Moïse. C'était l'été 93. Je zonais avant de partir en colo avec mes cousins. Et je t'ai dit, j'avais le câble. Donc on passait les journées à zapper comme ça. Et on tombe sur Ultimate Fight Championship, l'UFC 1. Nous, on ne sait pas ce que c'est. C'est en 93. Été 93, j'ai 11 ans. Et je suis avec mes cousins, on tourne en rond et on était à fond. Je crois qu'il y avait déjà la Super Nintendo. Donc on est à fond dans Street Fighter 2. Et là, on a Street Fighter 2 en live. C'est parce que dans l'UFC 1, tu vois, les lutteurs, Ken Shamrock et compagnie venaient en tenue de lutteur. Tu vois, bon, moule, tu vois, jeu de guerre. Les judokas venaient avec des kimonos amples et tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a un mec, je sais pas, il a tout un cérémonial, il est long, il est fin, il rentre avec sa famille comme ça, il se tient, c'était wesh, c'est quoi ce truc-là? Et j'apprendrai plus tard que ce type c'était Royce Gracie, tu vois. Donc ma première rencontre, ma découverte du jiu-jitsu brésilien se fait à travers un écran de télé en 1993. Et je surkiffe, tu vois, le mec il est maigre, il est long, il est fin, un petit peu comme moi aujourd'hui, mais il tabasse tout le monde, tu vois. Même le bodybuilder, il les entoure, il fait des trucs bizarres. Waouh, on est en kiff, tu vois, avec mes cousins. Et je dois attendre 17 ans pour pratiquer. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas. Ouais. Et la Sainte Trinité, c'est football, basket, judo. Il y a le judo quand même dans le top 10 à l'époque, mais j'ai une santé fragile, je crois, donc ma mère me dit le foot, tika, laisse, dehors courir là, pour que tu me ramènes une bronchite et tout, laisse. Donc ma mère me préserve du foot, merci maman. Le basket, je t'ai dit, j'en ai fait. Judo, je sais pas pourquoi j'y suis pas allé. En fait, on faisait des corps à corps au quartier, machin, et je pense que ça me suffisait. Et donc, je dois attendre 17 piges. Donc, en 2010, je me fais mal au genou, j'arrête le basket, je pratique plus trop. Je pense que à l'époque, si je fais pas de renfort, idiot que nous étions, le renforcement musculaire à l'époque était mal vu. Il fait de la gonflette, tu vois. Si je retrouve ces gars-là aujourd'hui, la fameuse phrase. Voilà. Donc on est des vrais, nous. Ouais. Non, mon gars.
Donc je me blesse au genou, et là c'est pour de vrai, il n'y a pas une histoire de ligaments croisés, mais j'ai super mal, je suis pas de renfort, le revêtement est-ce qu'il est dans les gymnases municipaux, donc j'arrête, je tourne en rond, je pousse un peu la fonte, et j'ai un ami d'enfance, Adelaine Barbara, qui m'invite. Il me dit viens, tu devrais venir, on fait un truc. Et à l'époque, le MMA n'était pas légal en France, Ouais. donc on parlait de free fight. Ouais. Et elle me dit ouais viens, tu devrais venir t'entraîner. Je dis ah vas-y Adelaine laisse et tout. Et il insiste un peu. Donc un jour je viens dans cette salle. Donc c'était pas comme ça à l'époque, mais je viens dans la salle dans laquelle nous nous trouvons. On m'offre un gi, un judo gi. Et la suite, tu la connais, quoi. Je me suis jamais arrêté. J'ai percuté que c'était le sport, tu vois, que j'avais découvert il y a 17 ans avant. Donc je retrouvais mon premier amour finalement. Et depuis, ouais, je me suis jamais arrêté. En parlant d'amour, à quel moment t'es tombé amoureux de ce sport-là? À quel moment c'est venu? Dès le début. Dès le début, direct, coup de foudre. C'est-à-dire que donc je commence à pratiquer en 2010, donc septembre, octobre 2010. Avril 2011, je fais ma première compète. Ouais. Tu vois, c'était le Spirit, je crois, Spirit Challenge en 94. Ouais, non, moi, ça y est. Tu vois, c'était mon truc. C'est genre, j'avais attendu ça toute ma vie, tu vois. Donc, moi, je suis sûr de moi. J'achète des DVD, j'achète des bouquins. Ah non, je suis piqué. Dès le début, laisse tomber. Je teste des techniques sur ma femme. Bébé, viens voir, s'il te plaît. Tu sais, des clés de bras, des étranges. Ah non. Donc, avril 2011, je participe au Spirit. Bah, forcément, je perds. Mais loin de me décourager, je me dis ouais, c'est ce truc-là. Et dès le début, tu t'es dit je vais faire ce sport sérieusement et je vais. Je perds. Et je perds au point, tu vois, beau gosse. Je perds au point, donc c'était faisable. J'ai un Jujigatame, mais je sais pas comment le finaliser. Je suis nul, frère. Je suis une ceinture blanche. J'ai commencé en septembre. Je suis éclaté. Mais je me dis, ouais, je vais revenir. C'est bon. Moi, c'est ça. Ouais, tu vois, le truc qui me manquait, c'est ça. Et est-ce que tu peux juste nous raconter quelques petites anecdotes comme ça, même les petits du club, ils vont rigoler un peu, sur tes premiers souvenirs d'entraînement, tu sais, les obstacles que tu as eus au début, comment ça s'est passé, etc. Un petit peu comme tout le monde. Alors, à l'époque, quand je commence, le coach ici s'appelle Mohamed Rabei. Tu vois, dédicace, les gens savent, respect, Mestron. Donc ils viennent boboche, ils viennent bobiner jusqu'ici, tu vois. Ah ouais, peut-être. Ouais. Et nous aussi, on fait le trajet, tu vois. Okay. Et il organise, je crois, un interclub avec Mehdi Khalil. Aussi, si tu vois la vidéo, respect, gradé. Donc Mehdi Khalil qui aujourd'hui entraîne au Maroc, lui il est de la team Del Arriva. Donc ils viennent, Mehdi Khalil à l'époque est à Trappes, je crois, ils viennent avec il vient avec des athlètes de son club, donc interclub, tranquille, tu vois, et ça combat. Et moi j'y connais que dalle. Et j'y vais avec l'ego, et tu sais, au début, règle numéro 1, tape, cousin. Tu vois, tape, tu vas revenir et puis tu vas t'améliorer. Moi, je suis pris dans un triangle clé de bras et je suis là. Et t'as toute la salle qui crie tape. Tu vois, moi, j'ai le bras comme as en hyper extension et je suis là, charisme et tout ça. Et t'as toute la salle qui décide pour moi, qui dit tape. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rien nous prouver avec le bras pété. Donc ouais, l'un de mes premiers souvenirs, c'est ça. Alors, la prochaine partie que je voulais aborder avec toi, c'était ton évolution. Là, on est resté au début. Là, comment tu as passé tes ceintures, tes grades, etc. Et puis après, on parlera du coup de ton expérience en tant que coach et arbitre. Ok. Donc, il faut savoir, j'en parle souvent aux jeunes du club. Et je suis le vieux, je commence à radoter. Il faut savoir que j'aime bien l'expression anglo-saxonne qui consiste à to make something from scratches. Tu vois, partir vraiment de rien. Tu vois, et c'est vraiment ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, en 2010, il y a Mohamed Rabei. Le club est géré par des anciens de la ville. Et donc, on s'appuie beaucoup à l'époque. Ils sont beaucoup dans l'inclusion. Je crois que la première année, j'ai même pas payé de cotisation, tu vois. Ils sont vraiment dans le jiu-jitsu pour tous.
D'accord. Tu vois, Ouais. et c'est tout à leur honneur, sauf que ça a ses limites. À un moment, quand il n'y a plus de thunes, parce que les dotations aux subventions baissent, etc., c'est compliqué. Le coach, bien sûr, il aime le jiu-jitsu, mais Bobigny Mantes-la-Jolie, il le fait pas pour nos beaux yeux, tu vois. À un moment, il faut de l'oseille. Donc, je crois qu'il y a plus de thunes. Donc, l'année d'après, le coach ne vient pas. C'est le gradé de l'époque, Adelaine, qui est ceinture bleue, qui continue de donner les cours, tu vois, mais il est ceinture bleue. Donc à un moment, il y a, et je te parle du début des années 2000, il n'y a pas toutes les sources qu'il y a aujourd'hui, Ouais. tu vois. Ouais. Donc techniquement, il partage tout ce qu'il sait avec nous, mais à un moment, voilà, il a fait le tour de ce qu'il sait. Donc il nous propose d'éclater la team. C'est vraiment un truc de chevalier, tu vois. Chacun part dans un coin à la recherche du savoir. Et dès qu'on a engrangé assez de savoir, on revient et boum, tu vois, on remet un coup. Donc on est en mission. On dirait un truc de manga, tu vois. Grave, Jujutsu no Kaisen. Et donc lui, il va au PEC, si ma mémoire est bonne. Et moi, avec Karim Boursali, l'ancien maire adjoint au sport, grâce à qui on doit entre autres cette rénovation de la salle, nous, on atterrit avec Moussa Mbaye, mon acolyte de l'époque, et Mouloud, on finit à la MB Academy. Dans le 92, ici les Moulineaux. Bon, à l'époque, on fait, quand t'as fait Mantes-la-Jolie, Boboche, tu vois, ici les Moulineaux, doigt dans le nez, tu vois. Donc on atterrit à la MB Academy de Jean-Louis Mbongo, on est super bien accueillis. Il nous permet entre autres d'accéder à la IBJJF, qui est la prestigieuse IBJJF, qui reste la fédération de référence en termes de jiu-jitsu brésilien dans le monde, tu vois. N'en déplaise à certains, la IBJJF, ça reste la IBJJF. Et donc c'est Jean-Louis Bongo qui nous donne accès à cette prestigieuse fédé. Je passe toutes mes ceintures chez Jean-Louis. D'accord. C'est Jean-Louis qui me donne la bleue en 2013, la violette en 2015, la marron en 2017. Tu vois, malheureusement j'ai pas reçu la noire, bref, de ses mains, mais en tout cas je fais de la bleue à la marron, je suis cacheté, estampillé Jean-Louis Mbongo, et en parallèle de tout ça, aujourd'hui je suis éducateur sportif à mon compte et aussi pour la ville, mais il faut savoir qu'à l'époque je suis dans le social. Et dans une autre vie, j'ai dirigé un centre de loisirs. Tu vois, j'ai passé le BAFA, le BFD, le BPGEP, CLTP, tout ça, j'ai. Et étant donné que je suis piqué de jiu-jitsu, à un moment, je me dis, tiens, je joins l'utile à l'agréable. Donc c'est comme ça que commence l'aventure un peu. Il y a une année, alors je ne saurais pas te dire exactement laquelle, je bosse avec mon équipe d'animation sur la programmation. Et je me dis... au milieu du sacro-saint football et compagnie, on va leur mettre du jiu-jitsu brésilien, tu vois. Donc j'ai investi dans des kimonos, tout ça, et mes premiers élèves, c'est finalement les petits du centre de loisirs Jules Gued, que je gère entre 2007 et 2015. Sur toujours la commune de Mantes-la-Jolie, donc c'est comme ça, le peu que j'ai, je leur transmets. Le premier de mes fils, à l'époque, doit avoir 4 ans. Lui, je ne lui ai pas laissé le choix. Tu vois, il est né en 2009. Il a fait du jiu-jitsu toute sa vie, le pauvre. Donc, je teste sur lui. Je me dis, ouais, ça lui va bien, le petit. Donc, allez, hop, on met ça aux enfants. Et ça se passe super bien. C'est bien accueilli. Et finalement, c'est comme ça qu'en 2016, Karim me propose d'intégrer finalement Sport Attitude 78, parce que moi je viens, je m'entraîne, à l'époque je suis un pur consommateur. Ouais. Tu vois, je viens, je m'entraîne, je fais mes compètes, je me barre, ça s'arrête là. Je payais ma cotise, laissez-moi tranquille, tu vois. Et encore, je crois que je payais même pas, mais en 2016, c'est ce que je ramène. Je ramène les cours pour enfants, tu vois, qui perdurent et qui nous ont permis d'avoir des gars comme Zach Elcheguer, que tu connais, tu vois, qui est black belt aujourd'hui, qui lui-même enseigne, des gars comme Mostef El Fadel. C'est vraiment les premières générations d'enfants qu'on a eu
au club. Alors, j'étais pas tout seul, tu vois, et qui aujourd'hui, eux-mêmes, la boucle est bouclée. C'est eux qui donnent des cours aujourd'hui aux enfants sur le club. Je trouve que c'est une belle histoire et c'est comme ça que l'idée de l'enseignement m'est venue, en fait. D'accord. Ouais, juste ça. Du coup, toi, tu as passé tes diplômes, comme tu disais. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour devenir professeur de jiu-jitsu brésilien? Ce serait quoi les qualités à avoir ou peut-être les diplômes à passer et tout? Comment on fait? S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui aimeraient devenir prof? Alors aujourd'hui, c'est facilité. Dans un premier temps. Alors la qualité sine qua non, la première qualité, c'est être passionné de jiu-jitsu. Ouais. Il faut aimer. Il faut aimer avant de transmettre. Moi, je suis de l'animation et j'ai fait pas mal de formations BAFA aussi. On disait que l'animation, ça vient du latin animare. Animare, c'est donner vie. Tu vois. Donc la première qualité, c'est d'aimer ce qu'on fait. Je crois que c'est vraiment la première qualité à avoir. Ensuite, il faut être à l'écoute. C'est important. Je pense qu'il faut être résilient et il faut être bienveillant. Avec le temps, on apprend que tout le monde, tu me passeras l'expression, mais tout le monde n'est pas câblé pareil. Ouais. Tu vois, il y a certains des élèves qui percutent vite, tu vois, et d'autres, ça prend plus de temps. Je raconte souvent l'anecdote d'un DVD. Hein. Moi, je suis à l'ancienne. J'avais un DVD où je crois que c'était une appli. J'avais une application d'André Galvan. Je suis très fan du jiu-jitsu d'André Galvan. Bon, il est dans une sauce en ce moment, donc voilà, je parle de son jiu-jitsu. Hein, ce qu'il fait en dehors, on le laisse en dehors. Je suis fan de l'artiste, pas de l'homme. Tu vois, séparé. Bref, j'achète une appli d'André Galvan et il y a une prise de dos de la demi-garde profonde. Gros, j'étais ceinture bleue. Vrai de vrai. Je regarde le DVD en bleu. Hein? Je comprends pas. En violette, je le regarde encore. Hein? Frère, ça passe pas. Et pourtant, j'ai les passages de garde et tout, bien, tu vois, même aujourd'hui, il y a encore des passages que je fais qui viennent de ce DVD. En marron, je retrouve le DVD, je dis, ça date, tu vois, l'appli, c'était sur l'iPad de ma femme. Et je regarde, et là, en marron, je dis, oh! Donc, il m'aura fallu 3 ceintures quand même, tu vois, bleu, violette, marron, pour percuter le truc, tu vois. Et ça, je pense qu'en tant qu'enseignant, il faut en être conscient. D'autre part, je suis dans une lecture en ce moment, et dernièrement, c'était Atomic Habits, pour ceux qui veulent savoir, et le gars disait... The best is enemy of the good. En gros, la perfection, je dirais, la perfection est l'ennemi du bien. Tu ne dois pas chercher la perfection. Tu peux, mais tu vas galérer, tu la trouveras jamais. Peut-être que tu vas finir par capituler. Tu vois, la perfection, selon moi, c'est divin. Tout ce qu'on peut faire, c'est chercher à s'en approcher. Donc, entre-temps, bien, c'est bien. Tu vois, viens déjà à l'entraînement régulièrement. Répète les mouvements. Masters the basic. Tu vois, vraiment maîtrise les basiques, le B.A.-ba. Et après, tu vois, c'est comme la cuisine, tu vois. Il y a d'aucuns qui vont rajouter un petit peu plus de piment, l'autre va être dans le poivre, l'autre dans le sel et tout. Chacun fait sa sauce. Ouais. Tu vois, comme j'aime à le dire, ça je crois que tu l'as entendu. Mon but, c'est le théorème de Kung Fu Panda. Mon but, c'est pas de faire de mes élèves des copies de moi. Mon but en tant que coach, c'est d'accompagner mes élèves et de les aider à devenir qui ils sont. C'est de les aider à découvrir où ils sont bons en fait, tu vois, en fonction de leur morphologie, en fonction de leur souplesse, en fonction de leur attitude. Ah ouais, toi tu devrais plus jouer en demi, ou toi tu devrais plus jouer en spider, ou toi je te vois plus en passeur de garde, tu vois. C'est juste donner des pistes et après chacun choisit, tu vois. Donc pour répondre à ta question, il y a les qualités que je viens d'évoquer. Et aujourd'hui, il y a plus ou moins des canaux, on va dire, qui sont définis. Je vais parler de ce que je sais. Oui.
Au niveau de la CFJJB, il y a un certificat, je crois que c'est un brevet fédéral, le CAF, qui permet d'encadrer, mais de façon bénévole. Tu vois, il y a à peu près la même chose au niveau de la FFL, donc la Fédération française de lutte et discipline associée. Tu as des brevets fédéraux, le 1, le 2, et ensuite tu peux passer le BPGEPS. Tu vois, BPGEPS, lutte et discipline associée. Et suite à une réforme, je pense que tu n'es pas sans savoir que tous les BPGEPS, donc les brevets professionnels de l'éducation, de la jeunesse et des sports, ont été réduits, si tu veux, à 4 UC. Ouais, avant c'était 10. Voilà, donc maintenant c'est 4 UC et les 2 premiers sont transversaux. Ouais. C'est ça. Donc, le petit filou que je suis, étant donné que j'avais déjà le BPGEPS LTP, j'avais la partie 1, la partie 2. Là, LTP, c'est le loisir pour tous. Loisir tout public, ouais. Du coup, moi, je suis juste allé passer l'UC3 et 4. Ouais, dans la spécialité, en fait. À Dijon, ouais. 3 et 4, à Dijon, au Krebs. Et bingo, j'ai eu mon BPGEPS lutte et discipline associée. Derrière, j'ai eu ma carte pro. Et depuis, tu vois, je peux bosser contre rémunération. Ouais. J'envoie tous les mois ma petite pièce à l'URSSAF. Salut les gars. Et ouais, ne jamais oublier l'URSSAF, les gars. Faites pas les fous. Il y a 2 certitudes dans ce monde. La mort et l'URSSAF. Vous les rencontrerez. Donc, déconnez pas. Voilà ce que les canaux, les chemins que je connais aujourd'hui pour se professionnaliser et pour vivre finalement du jiu-jitsu, tu vois. Ouais, bah, c'était ma question en fait, la dernière en rapport avec ce bloc-là. Est-ce qu'on peut vivre du jiu-jitsu brésilien? Ouais, c'est possible. En étant créatif, en étant résilient, encore une fois, et en étant impliqué, en étant passionné, tu peux. Ouais, parce qu'il y a plein de choses à faire autour. Hein. Il y a vraiment plein de choses à faire autour. Pas que de l'enseignement, bah, ceux qui sont forts sur les vidéos, les applis, des trucs comme ça et tout. Tu vois, ouais. Alors moi, je débute, je suis naze là-dessus. Je commence péniblement à lancer une chaîne. Mais c'est faisable parce que de l'autre côté, il y a je suis consultant pour la Fédération congolaise de jiu-jitsu brésilien. Et du coup, je bosse avec eux, mais t'as vu, Kinshasa, 8000 km, mon pote. Tu vois, j'aime beaucoup le Congo, Mbote Nabino, hein, Uzana Mote Mananga, d'accord. Mais voilà, faut doser. Donc j'y vais quand même 2 à 3 fois par an, quand je peux, quand les finances me le permettent aussi. Quand la Fédé paye. Ouh, la poussière. Donc j'y vais, mais tu vois, entre-temps, il faut que les gars continuent de progresser. Donc je leur envoie des vidéos, je leur envoie pas mal de vidéos. Ensuite, je corrige comme je peux et on avance comme ça pour le moment. Donc c'est faisable. Ouais, et il y a autre chose aussi parce que on le connaît en tant que... Vous êtes du coup compétiteur, enseignant, mais arbitre aussi. Ouais, alors l'arbitrage, bah tu vois, cette année là, je fête mes 10 ans d'arbitrage. 10 ans d'arbitrage. Ouais, j'ai commencé à arbitrer en 2016. Enfin, j'y suis presque. T'es pas encore ceinture noire quand t'as... Non, j'ai commencé à arbitrer. Déjà, j'ai commencé à enseigner, j'étais bleu, frère. Tu vois, à cœur vaillant, rien d'impossible. J'ai commencé à enseigner, j'étais bleu. Et j'ai commencé à arbitrer, je devais être violette ou marron, je sais plus. Violette, parce que j'ai eu la violette en 2015. J'ai eu la marron en 2017, ouais c'est ça. Donc j'étais violette quand j'ai commencé à arbitrer. J'ai fait des stages. Je faisais déjà les stages à IBJJF. Okay. Tu vois, je faisais les stages à IBJJF et c'était pas aussi cool qu'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui tu as les vidéos, tu as les stages en français qui sont faits par Vincent Nguyen, tu vois. Salut, boss. Le représentant arbitre de la CFJB, c'est ça? Ouais. Et il est... Vince, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu vois, il est référent arbitrage à IBJJF Europe. Il revient des Worlds à IBJJF, il arbitre sur les World Masters, il arbitre sur les Europes, donc il maîtrise le sujet. Tu vois, Vincent Nguyen, respect de fou. Mais avant d'en arriver là, faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Bah, j'ai commencé sur le circuit FFL. D'accord.
J'ai commencé à arbitrer sur le circuit FFL avec le sifflet et tout. J'étais dedans. On s'inspirait déjà plus ou moins déjà de l'arbitrage à IBJJF. C'était chapeauté par Karim Ben Mabrouk de la Ronin dans le nord, là-haut. Respect SNC. Et après, il y a un virage qui a été pris par la Fédé qui était logique, du moins cohérent, parce que leur objectif était d'emmener les athlètes français sur le format UWW. Oui. Tu vois, donc il n'y avait plus trop d'intérêt à rester sur des règles à IBJJF. Après ça, j'ai été présenté toujours par Karim Ben Mabrouk, merci mon ref, à la JP, donc Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professional, donc c'est la fédération des Émirats. Et j'ai bossé avec eux aussi, j'ai fait un bon bout de chemin quand même, hein. Jusqu'à il y a 2 ans, j'ai beaucoup bossé avec eux, et notamment à l'international, tu vois, ça m'a ouvert pas mal de portes, j'ai beaucoup bossé, j'ai arbitré en Italie, en Croatie, moi qui avais dit que je ne mettrais jamais les pieds en Italie, tu vois, ne jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. T'en sais rien, gros. Voilà. Donc j'ai fait une grande partie du circuit européen. Donc Italie, France, Croatie, Turquie. À un moment, j'étais chaud. J'en faisais beaucoup. Et après, je suis revenu ici. Je suis revenu en poste à Mantes. Donc ça a été compliqué de joindre l'utile à l'agréable. Ouais, mais comme quoi, vous savez qu'il y a pas mal de choses à faire. Il n'y a pas que de l'enseignement. Il y a de l'arbitrage, comme j'ai dit, après il y a le développement sur les réseaux sociaux, les applications, etc. Yes. Donc on peut vivre du jiu-jitsu brésilien, il faut juste être intelligent. Alors coach, vu que toi tu as connu le JJB dans le début des années 2000, 2010, tu m'as dit tu as commencé à peu près. Est-ce que tu peux nous donner ton regard sur le JJB aujourd'hui, l'évolution en fait du JJB du début des années 2000 à maintenant? Waouh. Moi là je suis comme un gamin, tu sais, les gars dans Charlie et la chocolaterie. Là je suis chez Willy Wonka. Tu vois, j'ai les yeux qui chocolat partout. Ouais, j'en vois partout là. Je suis très confiant concernant l'avenir du jiu-jitsu brésilien. Hier j'ai fait une remise de grade à Chartres. Et je leur disais que, sans prétention aucune, et c'est ce que le jiu-jitsu m'a apporté, aujourd'hui, je peux prendre l'avion, aller à Rio, je sais chez qui dormir. Je peux aller au Canada, je sais chez qui dormir. Pareil en Suède, pareil en Russie, au Congo, en Belgique, forcément. Tu vois, j'ai des connexions partout. Et c'est ce que le jiu-jitsu apporte. Il y a également une professionnalisation. Il y a de plus en plus de thunes, Dieu merci, dans le jiu-jitsu, parce que la vie des athlètes, du moins de ceux qui tentent de vivre du jiu-jitsu, n'a pas toujours été aussi simple. Tu vois, je te parlais des différents canaux qui existent aujourd'hui, mais il y a 16 ans en arrière, ça n'existait pas. Ouais. Tu vois. Monter une chaîne YouTube aujourd'hui et compter sur la rémunération de YouTube, c'est envisageable aujourd'hui. Tu vois, il y a TikTok et autres. Il y a 16 ans, ça n'existait pas. Tu vois, aujourd'hui, il y a plus ou moins une starification des athlètes avec les bons et les mauvais côtés, comme on a vu le côté un petit peu trash talking de Gordon Ryan. Bon, après, Gordon Ryan... il a tapé André Galvin, quand même, tu vois, excuse, tu vois. Bon, je crois que ses reins vont pas trop bien en ce moment, ça c'est dommage. Ouais, il y a pas mal de problèmes de santé. Ouais, mais tout ce qui permet de démocratiser notre art m'intéresse. C'est complètement dingue, tu vois. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui est en guerre depuis plus de 30 piges. Et depuis les années 90, moi, j'entends mes parents, téléphone, la famille, machin, c'était compliqué. Donc, en gros, au Congo, on a d'autres chats à fouetter, si tu veux. Mais il y a quand même du jiu-jitsu brésilien. C'est une dinguerie. Tant mieux pour moi, tu vois. Et pour les pratiquants. Donc, je suis très optimiste. Je suis très optimiste concernant le développement de notre discipline. Je me demande jusqu'où ça va aller, tu vois. Récemment, il y a Dana White qui est revenu
qui a remis une pièce, j'allais dire, dans la machine. Tu vois, moi, j'ai découvert le Jiu-Jitsu à travers l'UFC. Là, c'est l'UFC qui fait une version Jiu-Jitsu de l'UFC avec UFC BJJ. Bon, c'est du no-gi. Ils auraient pu mettre du gi quand même, mais je comprends, tu vois, on va dire télévisuellement parlant, le no-gi, c'est fluide, c'est plus explosif et tout ça, donc c'est plus mainstream. Donc, ouais, je pense que ça va continuer comme ça et je suis pressé de voir jusqu'où ça va aller. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis que tu as commencé de tes débuts à maintenant? C'est quoi le changement où tu te dis « Ah ouais, mais avant, c'était pas comme ça, tu vois ». Il y a différentes étapes. Je pense que c'est dû aussi à la légalisation du MMA. Oui. Tu vois, je pense que ça a aidé. À l'époque, je disais que je faisais du jiu-jitsu brésilien. Les mecs, ils pensaient à tout, sauf à la bonne discipline, tu vois. Petite anecdote, il y a donc ma femme, ma première fan, je t'aime mon cœur. Oui, mon mari fait du jiu-jitsu brésilien. Ah, d'accord. Et elle en parlait sur un stand. Le mec, il parle de capoeira, frère. Parce qu'il a entendu brésilien. Voilà, art martial, Brésil, capoeira, mais non, on est capoeiriste, c'est pas la même chose, mon gars. Tu vois, en 2026, tu parles JJB. Les gens connaissent. Ouais, je connais. Ouais, les gens connaissent. Moi, j'ai un cousin qui en fait. Ouais. J'ai une belle-sœur. C'est une dinguerie. Hier, j'étais avec Alain, notre gradé, il me disait qu'il a repris contact avec une cousine à lui sur un open de jiu-jitsu. Tu vois, elle aussi, elle pratique, elle est à la Z-Team, je crois, tu vois, donc une autre équipe, et ils se sont retrouvés dans un Open. C'est dingue, tu vois. Donc ça, vraiment, ouais, c'est l'un des points très marquants et qui atteste, si tu veux, vraiment de la démocratisation de notre discipline. Ouais, il y a ça, et il y a aussi peut-être l'évolution des pratiquants. Les pratiquants d'il y a 15 ans et les pratiquants de maintenant. Les chiffres ont explosé. J'ai pas les chiffres exacts. Ouais, il y a 15 ans, peut-être on n'a pas les chiffres exacts. Sur les Open, je sais qu'on n'était pas autant. Ouais. Tu vois, il y a aussi le côté très pratique. Aujourd'hui, il y a des applis comme SmoothComp et autres. Nous, il n'y avait pas ça, cousin. Nous, il n'y avait pas ça. Il fallait contacter l'organisation. Gros, ceux qui ont connu l'époque Ikusa, vous connaissez donc. On pistait les compètes. Tu sais, c'était comme des rumeurs. À ce qui paraît, tel jour, il y a une compète là-bas, tu vois. C'était vraiment les prémices. Les compètes, on avait tous rendez-vous à 8h du mat. Tu venais à 8h, mais tu pouvais combattre à 17h. Tu vois, c'était toi et ta chance. Aujourd'hui, c'est caviar quand même. Tu vois, tu as des horaires, on te dit... Viens à telle heure. C'est comme ça d'ailleurs que m'est venue l'idée du Man Challenge que j'ai organisé pendant plus de 10 piges. Ça, c'était en revenant des Europes. Donc la première fois que je vais à Lisbonne, c'est avec Jean-Louis Mbongo, 2013 ou 2014. Et moi, je pète un câble parce que j'ai le modèle français en tête. Donc compétition, on y va dimanche à 8h et on attend. Si on t'appelle, Matoko, c'est moi. Tu vois, mais t'es arrivé à 8h. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, on est proche de la Normandie. Donc, pour être à Creil à 8h du mat, fallait, tu vois, réveiller le soleil. Allô, le soleil, viens, on y va. Tu sais. Et donc, tu patientes toute la journée. Ton système nerveux, des fois, il est HS. Ouais. Tu vas, tu combats juste pour dire, bon, j'ai combattu, mais voilà, t'es plus dedans. Aujourd'hui, c'est beau gosse. Tu vois, les mecs, en 2 clics, ils savent à quelle heure ils doivent venir, ils savent sur quel tapis ils vont combattre, ils savent quel mec ils vont affronter. Nous, frère, c'était sur place là, vas-y, show me what you got. Et c'est parti. Donc ça aussi, ça fait partie des grosses évolutions. Est-ce qu'il y a un aspect du BJJ moderne que tu apprécies moins? Tu disais peut-être, les vieux ils aiment bien dire ça, ouais, ça, le rap c'était mieux avant. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois tu dis, ouais, le JJB c'était mieux avant? Oh, pas trop. Non, ça a évolué que dans le bon. Après, je te l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter. J'aime pas le délire, mais ça m'inquiète pas beaucoup. J'aime pas le délire trash talk, prétentieux, le côté show-off aussi. Tu vois, le mec, il veut rouler des mécaniques et tout ça. Comme disait mon ancien coach, le tatami, il parle. Ouais. Le tatami parle et quand il parle, frère, tu peux pas faire semblant de pas avoir entendu, tu vois. Donc finalement, tous ceux qui s'auto-congratulent, tôt ou tard,
Tu vois, le tatami va parler, on saura qui tu es réellement. Tu vois. Ouais, Donc ça me fait sourire. J'avais un ancien coach qui avait pour habitude de dire que le jiu-jitsu était un petit peu comme l'argent, c'est révélateur. Ça te montre la vraie face des gens, tu vois. Quelqu'un de prétentieux, de hautain, il tiendra pas longtemps au jiu-jitsu. Tu vois, quand tu mesures 2 mètres, 110 kilos, et qu'un mec de 64 kilos, un Kader Beta, tu vois, vient et t'étrangle comme un n'importe quoi, gros, si t'as pas la mentale, tu reviens pas. Je veux dire, je vais pas rester. Tu vois, non. Allez, pour finir sur ce bloc-là, selon toi, où serait le jiu-jitsu brésilien dans 10 ans, dans 15 ans? Je pense que incessamment sous peu, c'est déjà le cas aux Émirats. Je pense qu'incessamment sous peu, c'est un rêve ça. J'aimerais bien que le JJB entre dans les écoles en France. Tu vois, entre dans les écoles en France parce que malheureusement, les choses sont ce qu'elles sont. On vit une époque sombre, quand même. Que ce soit pour les adultes et même pour les enfants, tu vois, on entend des nouvelles macabres assez régulièrement. Moi j'ai une fille de 10 ans, tu vois où je veux en venir, et le jiu-jitsu donne cette confiance, et je pense que c'est du rôle des coachs aussi d'avoir ce que nos amis anglo-saxons appellent the talk, tu vois, la conversation. Et moi, je pense avoir ce don avec les enfants, donc je suis très cash. Je mets les formes, mais je suis très cash. À un moment, pas cette année, j'ai délégué pour des questions d'emploi du temps, mais je pense que je vais y revenir. Et je pose souvent la question aux enfants, est-ce que vous êtes des victimes ? Non, je dis, c'est timide, vous êtes des victimes ou pas? Non, je dis, très bien. Parce que vos mères, vos mamans là, qui vous accompagnent, tu vois la dame là-bas, assise là-bas, elle t'a pas porté 9 mois dans son ventre pour que tu te fasses victimer en fait. Par qui que ce soit. T'es pas une victime. T'es le petit de personne. Tu vois. Et par les temps qui courent, je rajouterais même, tu vois, ta culotte, c'est ta culotte. Personne ne met la main là-bas. Même moi, coach philo, surtout moi, je mets pas la main là-bas, tu vois. Et c'est, je sais pas pour les autres disciplines sportives, je l'ai pas entendu au handball, tu vois, et pourtant j'en ai fait gamin. Mais moi, dans le jiu-jitsu, je le dis, quoi. Ouais. Tu vois, je le dis, et j'ai eu des feedbacks. Je le fais pas pour ça, mais j'ai eu des feedbacks où des parents viennent me voir en disant, coach, je suis désolé. J'ai été convoqué par l'école. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Zachary a mis un double leg dans la cour de récréation. Ah bon? Ouais. Mais ouais, je l'ai repris. Attends. Who started this shit? Qui a commencé? L'autre enfant. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bon. Moi, je leur fais la promesse. Hein. Je dis, si quelqu'un lève la main sur vous, bon, vous appelez les adultes. Toujours, quand même. Mais si les adultes répondent pas, double leg, cousin, double leg. Il a retenu la leçon. Ça calme tout. Il a mis un double leg et je leur dis, si on vous demande, ouais, mais qui t'a dit, dites, c'est coach philo. Je viendrai à l'école. Bon, pour le moment, je n'y suis pas allé, mais c'est une promesse. Je viens, j'expliquerai. Tu vois, surtout par les temps qui courent. Là, pareil, il y a un petit qui était chez nous. Il fait même plus du jiu-jitsu, hein, mais j'ai croisé son père et je prends des nouvelles quand même. J'ai dit, écoute, il est rentré au collège, haut comme 3 pommes. Forcément, il s'est fait charrier, il s'est fait pousser. Elle a dit, arrête, s'il te plaît. L'autre a continué. Arrête, s'il te plaît. Toi, cousin, single leg, balayette, penalty. Wow, et c'était filmé. Donc, le petit s'est pris une exclusion quand même. Ah ouais. Mais son père et moi, on était comme des ouf. Tu vois. Et après, il s'est plus fait agresser. Donc, on en est là, tu vois. Ouais. Les réseaux sociaux, comme disait Mike Tyson, ont trop donné l'habitude aux gens de faire des dingueries sans s'en prendre une dans la tronche. Je suis pas pour la violence. En revanche, je suis pour la self-défense. Tu vois, on fait pas du Krav Maga, no offense, mais
Tu vois, nous, à un moment, t'as suivi mes cours, mais respect au fait, parce que t'as eu cette humilité. Des ceintures noires de judo, t'es arrivé avec ta ceinture blanche et t'as recommencé de zéro. Respect, mec. Ceinture blanche, ça rappelle la ceinture blanche. J'avais coupé là. Ah ouais, mais respect, tu l'as fait. Et tu connais mon cursus. Bien sûr. Je commence toujours par les défenses, parce que pour moi, c'est la base. Tu vois, quand tu es bon dans tes défenses, tu sais sortir de la montée, tu sais sortir du dos, tu sais sortir du contrôle latéral. Par la suite, tu auras moins peur, tu vois, de tenter une clé de bras ou un truc, parce que tu n'auras pas cette appréhension de « Ah, mais si je me loupe, je me loupe et je sais sortir ». Donc, tu vas attaquer et tu vas devenir dangereux, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment, je l'appelle de mes voeux, j'aimerais que le jiu-jitsu soit enseigné. Dans les écoles et que les valeurs communes qu'on a avec le judo soient diffusées à un plus vaste public. Bon, il nous reste 2 blocs encore. On va passer sur la compétition. Yes. Donc, moi, quand je suis venu m'inscrire ici, tu m'avais dit que c'était un club qui était plutôt axé sur la compétition. Moi, j'aime bien la compétition. Donc, je crois que quand je me suis inscrit en septembre, en novembre, j'ai fait une compétition direct. Voilà. Dis-moi, septembre, avril. Donc, on enchaîne. On aime bien la compétition. On est sur un club qui est axé compétition. En quoi cela est important, selon toi, la compétition dans le jiu-jitsu brésilien? Je citerai Royler Gracie. Royler Gracie, grand maître, qui a dit qu'au moins une fois par an, il faut sauter dans le bain. C'est pas moi, c'est Royler. Demandez à Google qui est Royler Gracie. Donc moi, je valide Royler, petit frère du grand maître Rickson Gracie. Et du coup, tu vois, on peut parler de ton expérience, on peut parler de la mienne. Moi, j'ai perdu. Mais je fais partie des gens qui pensent que l'appétit vient en mangeant. Bien sûr. Tu vois, et je pense que c'est bien, une fois par an au moins, tu vois. Le tatami, il parle. Une fois par an, c'est bien d'avoir cette carte interne, ce plan qui te dit, vous êtes ici. Tu vois, tu sais où te situer. Et puis finalement, tu vas voir si je te raconte des balivernes ou si c'est vrai, gros. Tu vois, moi, ce que j'attends de vous, lorsque vous allez combattre, finalement, je peux te le dire, après ce sera plus un secret pour personne, j'attends pas de vous que vous me rameniez des médailles d'or en fait. Aujourd'hui, je m'en fous, tu vois. Pour revenir encore sur Abdelkader Beta, ce week-end au France, plus de 1500 participants, il donne le meilleur de lui-même en ceinture bleue, adulte, moins de 64 kilos. Kader a 17 ans. Il vient de passer... Tu vois, il a 17 ans, c'est l'année de ses 18, mais il a encore 17 ans. Il s'est tapé avec des tontons, tu vois ce que je veux dire, il sort en finale. Le petit, je le connais depuis qu'il a 7 ou 8 ans, tu vois. Il a soulevé la fonte dans la salle juste à côté que tu connais. Je l'ai pas épargné. Je les entendais tu vois, l'arrière de mes cuisses. J'ai été dur avec lui toute l'année. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que tu vois, mon père, paix à son âme, m'a élevé en disant qu'il aime bien châtie bien. Tu vois, le coach qui te met l'impression quelque part, c'est, tu vois, qu'il attend, c'est qu'il croit en toi en fait. Tu vois, mais je vous dis à vous que je crois plus en vous qu'en moi-même, tu vois, parce que je vous enseigne comme j'aurais aimé qu'on m'enseigne. Il y a toujours dans tout ce que je mets en place et que je vous propose, il y a une logique. Si tu mets mes cours bout à bout, tu obtiens une spirale en fait, tu vois, et on revient sur nos pas et ça tourne, ok. Donc moi-même, finalement, 44 ans passés, pourquoi je vais encore en compétition? Je vais en compétition pour vous, d'accord, pour vous montrer que je me moque pas de vous, que ce que je vous enseigne est testé, validé sur le champ de bataille. Je m'amuserai pas à vous montrer des techniques que je n'ai pas expérimentées moi-même. Donc je vais encore au feu, déjà pour vous, et après aussi pour moi-même, pour, encore une fois, je sors ma carte. Ok. Nazawapi. Ah, je suis là. Ah, ok, cool, tu vois. Et le truc
au fil des années, on est des artistes. On parle d'art martial. Ouais, c'est ça. Tu vois, on est des artistes, gros. Faut pas l'oublier. Donc, j'essaye de rendre mon jiu-jitsu le plus fluide possible, le plus beau possible. Chacun a sa marque de fabrique, tu vois. Et moi aussi, j'ai la mienne. Et je veux qu'à un moment, tu vois, on distingue plus les coups de pinceau. Et pourtant, vous et moi, vous savez que j'ai mis des coups de pinceau, mais à quel endroit, comment j'ai incliné? Ah, tu sais pas. Ça, c'est la patte du maître, tu vois. Donc, l'objectif est le suivant. Et je le vois chez les enfants et surtout, et je le vois également chez les adultes, il y a un avant et après compète. Ouais. Avant la compète, tu m'entends, mais tu m'écoutes pas. T'entends ce que je dis, mais tu n'écoutes pas. Après la compète, gros, je suis dans ton oreille, je suis en oreille. Là, tu m'entends, gros. Tu vois? Là, tu m'entends et tu vas chercher l'info et tu poses des questions parce que tu sais que potentiellement, dans 2 semaines ou dans un mois, ça peut te sauver la vie là-bas, là. Tu vois? Ça peut t'éviter un étranglement, une clé de bras, une humiliation, que sais-je. Donc, au début, tu m'entends, après, tu m'écoutes. Et tout ça, en fait, c'est rendu possible par la compétition. Donc, il faut passer par la compétition. Ceux qui refusent, ils ne sont pas excommuniés, hein, on ne les bannit pas du club. Sortez du allez, mais ils ratent quelque chose. Ouais. Tu vois, ils ratent quelque chose. Faites de la compète, les gars. Une fois par an. Au moins une. Vous choisissez une compète, pas trop chère, tant qu'à faire à côté de chez vous, n'allez pas vous ruiner, on n'a pas tous les mêmes bourses, mais au moins une fois par an, allez-y. Testez, c'est révélateur et ça fait progresser. Ça fait énormément progresser. C'est ça qui t'a fait le plus progresser, toi? C'est la compétition? Ouais. Il n'y a pas photo parce que la compétition, c'est un Polaroid. C'est un instantané et ça te dit où tu en es. Ouais. Tu vois, tu sais, j'aime bien dissocier la phase au sol et la phase debout. Tu sais, moi j'ai mon game plan. J'ai pas 10 000 projections, mais ouais, tu vois. Quand je les rentre, je les rentre. Et c'est toujours kiffant. Et je suis sûr de moi là-dessus, tu vois. Et au sol, pareil, j'ai mes classiques. Donc après, le but du jeu, c'est d'expérimenter de nouveaux trucs, d'améliorer ce qui est déjà bon et de continuer à progresser. Devenir une meilleure version de soi-même. Ouais. J'avoue, en écrivant cette question, je connais la réponse déjà, mais vas-y. Comme ça, vous l'avez vous aussi. Hein. En tant que compétiteur et prof, tu préfères gagner une grosse compétition, je sais pas moi, les championnats du monde, Europe, Brasileiro, celle que tu veux. Ah ouais, quand même. Ou voir un élève gagner grâce à tes conseils. Ah, c'est facile. C'est tentant quand même, mais mes priorités ont changé. Mais pourquoi? Je pense que c'est l'âge. Mais c'est aussi c'est une histoire de feeling. Tu vois, c'est une histoire de feeling. Les mots me manquent, et pourtant je suis bavard, hein, mais les mots me manquent pour décrire le sentiment de satisfaction que procure la victoire d'un élève. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est autre chose. C'est une dinguerie quand c'est un mélange de fierté, de joie, de plénitude. C'est top. Et franchement, j'ai beaucoup appris en enseignant également. Surtout avec les enfants, c'est marrant. Tu leur montres une technique, ils te sortent une variante. Oh. Ah bon? Attends, je sais même pas comment vous pouvez faire ça, gros. Coach, ça va? T'inquiète. Hop. Bon, on reprend. Enlève ta main. Non, c'est aujourd'hui, mon kiff, vraiment mon kiff, c'est de voir mes élèves gagner. Ouais. Voir mes élèves gagner, c'est c'est mon plus gros kiff, gros. Bah oui. C'est moi, je mon m'en plus doutais. gros kiff. Je m'en doutais. Et c'est normal, je suis d'accord avec toi. Même moi, j'aurais répondu ça aussi. Bon coach, on arrive à la fin de cette petite interview. Ah, déjà et on va commencer par une petite question qui pique déjà de builder. Hein. Si demain, tu ne pouvais plus enseigner,
ou pratiquer le jiu-jitsu brésilien. Oh. Qu'est-ce qui te manquerait le plus? Oh mon Dieu. Ah, Seigneur, tout mais pas ça en fait. Ah oui, donne chaud ton truc là. Attends. Ah ouais. Excusez-moi. Oh, si je peux plus enseigner, si je peux plus pratiquer, c'est que je suis mort en fait. Ah ouais, ça fait partie de ta vie. Ça y est. Ça fait partie de ta vie. Mais un truc qui te manquerait le plus, tu vois, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Ce qui me manque. En gros, si on pose la question différemment, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans l'enseignement ou la pratique du jiu-jitsu brésilien? C'est ce que j'apprécie le plus après toutes ces années, c'est la rencontre. C'est le côté humain, l'esprit de camaraderie. Tu vois, chez Sport Attitude, c'est beau dans le sens où on a des Asiatiques, tu vois, on a des Européens, on a des Américains, on a des Africains. C'est pas pour faire cliché, mais chez nous c'est Benetton, tu vois. Et c'est très cliché ce que je vais dire, mais on se retrouve tous sur le tatami, peu importe nos convictions religieuses. Tu vois, il y a des mecs de l'équipe qui sont athées, il y en a que je soupçonne d'être bouddhistes, c'est pas une tare, tu vois, et on fait fi de tout ça, tu vois. Quand on est sur le tapis, ce qui prévaut plus ou moins c'est notre grade. Et même ça, pendant les sparring, vas-y, on se roule, tu vois. Ouais. La ceinture noire va tourner avec la ceinture blanche, la ceinture violette avec la ceinture bleue et vice-versa. Et ouais, c'est beau, c'est ce qui me fait encore espérer dans le genre humain, dans l'espèce humaine, tu vois, malgré toutes les folies qu'on entend quotidiennement, nous, on a ça. Et c'est à nous, tu vois, c'est à personne d'autre. On a eu la chance d'accueillir pas mal d'invités au sein du club, que ce soit Kenji Matsushima récemment, que ce soit Pedro Luques, que ce soit Sandro Vieira, que ce soit Bouscapé, tu vois, le gars du Canada, et tous ceux qui sont venus m'ont dit, tu vois, lorsqu'on est allé manger, ils ont senti l'énergie en fait. Et ça, je peux pas tirer la couverture à moi. On est un ensemble, c'est un tout. Tu vois, je pense que c'est toutes les bonnes vibes des athlètes du club dont tu fais partie, qui créent ce climat, cette bonne ambiance. Et on est vraiment les architectes de ça. Donc demain, si je pouvais plus enseigner, si je pouvais pas pratiquer, ouais, ça me manquerait de fou. Bah ouais. Tu vois, c'est pour ça que je profite des moments comme celui-ci, tu vois. Et parce qu'on est des êtres humains et d'aucuns disaient que l'homme était un animal sociable. On a besoin d'être en groupe. C'est naze d'être solo, tu vois. Ouais, je suis d'accord. On termine du coup sur les ou la plus grande leçon que tu as apprise le jiu-jitsu brésilien et quelques conseils que tu donneras à quelqu'un qui hésite à commencer le jiu-jitsu brésilien ou à devenir prof aussi, tu vois. Ok. La plus grande leçon, et peut-être la plus belle leçon que le jiu-jitsu m'a appris, c'est la résilience. Tu vois, je rêvais, enfin c'était un objectif que je m'étais fixé en fait c'était un objectif fixé par l'un de mes coachs, Jean-Louis Mbongo. L'objectif c'était faire podium aux Europes. 2013, premier combat, dégage. 2014, je gagne le premier combat. Ouais, deuxième tour, je sors. Oh. Et 2015, gros, ceinture violette, Master 1. Oh, je suis en roue libre, frère. Premier combat, boum, mec de l'Est, je monte en l'air. Deuxième combat, je prends un Italien. Mes potes judokas me disent tu connais pas un tel? Apparemment, c'était une pointure dans le judo, tu vois. Vas-y, je le monte en l'air, lui aussi, mon gars. L'autre, je sais plus c'était un quoi, il tire la demi-garde. Et ici, il faut savoir que il y a Karim notamment, Adelaine sont beaucoup allés chez Checkmat, et Checkmat en termes de demi-garde, tu vois, ils étaient du haut standing. Donc je mangeais de la demi-garde tous les soirs ici. Le mec il arrive, il tire la demi-garde. T'es mort. T'es mort. Backstep, roue libre. Et je suis en demi-finale.
Je prends un Angolais nourri au manioc, balèze. Et ouais, techniquement, il était au-dessus. Et je perds. J'en ai les larmes aux yeux parce que il y a ce truc aussi où en France, on se fait la guerre entre nous, mais à l'extérieur, on est la team France. Ouais. Faut le savoir, ça. Tu vois, donc j'ai des gars de la Z-Team qui fila, des mecs de la Ronin, des mecs de partout, tu vois, on s'encourage. Les mecs me portent et je perds. Et je peux te le dire, je chiale comme pas possible, mais c'est pas des larmes de tristesse, purée, j'ai perdu. Je crois que c'est des larmes d'émotion, parce que c'est un moment intense de fou, et la préparation que j'ai vécue ici, là aussi, c'était pas des lol. Tu vois, Adelaide, quand il envoyait. Et superbe leçon. Donc superbe leçon que je tends aujourd'hui à transmettre à la jeune génération. On se fixe des objectifs, on y va, et peu importe le nombre de fois qu'on tombe, on se relève et on va y aller en fait. T'as vu, on va y aller et on va atteindre cet objectif coûte que coûte. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. Et wallah, on va avoir cette médaille. Et après, on quitte. Tu vois, donc voilà la plus belle leçon que m'a appris le jiu-jitsu, la résilience. On ne lâche pas, ça ne nous ressemble pas. Enfin, concernant ceux qui souhaitent se lancer dans l'enseignement, lancez-vous. Ouais, je dis l'enseignement, après ça peut être l'entrepreneuriat aussi, tu vois, parce qu'il y a plein de choses à faire. L'entrepreneuriat aussi, lancez-vous. Tant que tu n'as pas sauté dans la piscine, tu ne pourras pas connaître la température de l'eau. Lance-toi. La perfection est l'ennemi du bien. Cherche pas à ce que ce soit parfait dès le début, c'est pas possible, tu peux pas. D'accord ? Mais lance-toi. Un pied après l'autre. Tu as des enfants, j'ai des enfants. Avant de marcher, combien de fois ils sont gamellés ? Ouais, c'est vrai. Ils ont chialé, ils ont dormi, ils ont rechialé, mais ils se sont relevés et ils ont recommencé. Et aujourd'hui, ça gambade. Donc, même les bébés nous apprennent ça. Même les bébés connaissent ça. Donc, lancez-vous. Ouais, même chose pour quelqu'un qui hésiterait à commencer le jiu-jitsu brésilien. Ouais, évitez les trucs. Non, mais d'abord, je vais à la salle, je vais à Basic Fit, je vais à Fitness Park. Et après, frère ou ma soeur, le temps que tu vas passer à la salle, là, nous, on va continuer de progresser techniquement. Quand tu vas revenir, on va t'étrangler. Viens, on t'étrangle aujourd'hui. On t'étranglera moins demain. Et puis après, c'est toi qui vas nous étrangler. Viens seulement. Bah écoute, nickel, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo, messieurs, dames. J'espère que vous avez apprécié le moment avec Coach Philo. Si tu as encore des derniers mots ou faire la promotion de ton club ou ta marque, je te laisse la caméra. Déjà, premièrement, merci à toi. Avec plaisir. Pour l'invite et tout. Avec plaisir. J'attendais secrètement mon invitation. Pourquoi il m'invite pas? Ça nous a permis également, tu vois, moi, de mieux te connaître, tu vois, de partager aussi un moment ensemble sur tout ce qu'on ne sait pas dire à l'entraînement, parce que quand il donne ses cours, on n'a pas forcément le temps de parler, tu vois. Et quand on finit, quand j'enseigne. Voilà, tu vois. Et quand on finit, il est 22h, il faut rentrer à la maison, les petits dorment, tout ça, machin, on reste pas. Et partager un moment comme ça fait toujours plaisir, mieux connaître son coach, tu vois. Et moi, j'ai appris pas mal de choses, ça fait plaisir. Et je te laisse quand même les derniers mots devant la caméra. Yes, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Il y a une petite chaîne YouTube, je suis pas encore Zach, qui s'appelle Coach Philo. Je partage pas mal de techniques dessus. Il y a des anciens combats et il y a d'autres contenus qui vont arriver au fur et à mesure. Ensuite, donc il y a l'Insta, Noko Efi, il le mettra, il l'incrustera comme il sait si bien le faire. Il y a en termes de kimono, il y a la marque Mat of KO, donc vous êtes les bienvenus, et avec le code promo Zach Vidéo, vous aurez moins 10%. Je crois que tout est dit. Encore une fois, merci pour l'invite. Merci à toi. À très vite sur les tatamis. Yes, ça.